Célébration de la journée internationale dédiée aux travailleurs. Et là, cette année, la donne change complètement. Covid-19 oblige. Le 1er mai 2020 sera célébré dans les limites définies par le contexte. Le contexte qui, forcément, va occasionner une redistribution des cartes dans le milieu social mondial. Le Covid a-t-il, autant pour moi, jeté les bases d'un nouveau contrat social? À cette question majeure, tente de répondre ce soir le secrétaire général de la CNTS-FC, Cheikh Diop. Bonsoir. Bonsoir, M. Faye. Oui, on l'a dit, vous êtes le secrétaire général de la CNTS-FC. Vous faites partie de ceux-là qui sont plus que jamais fondés à croire qu'un nouveau contrat social est en marche à la faveur de cette crise. C'est notre combat, un combat tiré de la légitimité des travailleurs. Un combat que nous menons depuis des années et un combat qui s'adresse également à tous les militants de l'équité et de la justice, qui s'adresse aussi à tous les militants de droits de l'homme, parce que le monde doit être gouverné par un contrat social juste et équitable. Et ainsi, dans une excellente tribune que vous avez publiée la semaine dernière, vous parliez d'un nouvel ordre mondial. Que renferme selon vous ce concept? Vous savez, ce concept d'un nouveau ordre mondial vise à renforcer la gouvernance économique, sociale, environnementale, mais également vise à renforcer l'équité sociale et la justice sociale. Ce combat que les militants du mouvement social que nous sommes menons depuis des années tire ses forces dans le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. 300 ans après, ce combat est toujours d'actualité. Rousseau disait que la société socialement cohérente garantit l'équité, l'équilibre social, l'autonomie sociale. C'est ça la sève de notre combat pour un nouveau contrat social. Aujourd'hui, le capital, le développement technologique, la puissance de la finance a fait écrouler justement cette idée qui aujourd'hui est rappelée avec force par la pandémie du Covid-19. La pandémie nous rappelle ce que devrait être le vivre ensemble, les règles qui régissent le vivre ensemble. La pandémie nous rappelle aussi les valeurs cardinales qui doivent guider l'humanité. S'agit-il là d'une démarcation singulière du milieu du travail face au système, ou alors est-ce qu'il s'inscrit, ce nouvel ordre-là social, dans le grand ordre dont parlent un certain nombre de chefs d'État, dont le président Macky Sall et Emmanuel Macron? Oui, le président Macky Sall a parlé de nouvel ordre mondial. Qui mettent carrément l'humain exactement. Au début et à la fin de tout, quoi. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, l'exemple, les premières leçons que nous devons tirer de cette pandémie, c'est qu'elle est venue remettre en cause, en un court laps de temps, tout ce que nous avions l'habitude de faire jusqu'ici. Les relations qui régissent le travail, les relations qui régissent le monde, les relations qui régissent les nations. Aujourd'hui, en court laps de temps, tout est remis en cause. En court laps de temps, la pandémie confine les nations en pleine mondialisation, ferme les frontières en pleine mondialisation, intègre la résilience sociale, un terme que les politiques publiques ne connaissent pas. Les politiques publiques n'ont jamais intégré la résistance sociale. Tout ce que nous avons connu jusqu'ici comme garantie, c'est la garantie pour le capital, pour son fonctionnement, pour son assurance. Tout est conçu pour garantir justement le capital et son fonctionnement. Mais la prévention ne s'adresse pas au social. La prévention sociale n'existe pas jusqu'au moment où cette pandémie sévit. Pendant longtemps, vous avez lutté pour que ce qu'on appelle l'humain, qui est du reste parent pauvre du système capitaliste, puisse être une priorité, ce qui n'a jamais été le cas. Pensez-vous que le monde post-Covid va changer de cap sur ce plan? Pour que le monde post-Covid change de cap, il faudrait que toutes les forces du progrès social se liguent. Aujourd'hui, je peux dire que les bases
vers un nouveau contrat social sont jetés par la pandémie. Comment? Aujourd'hui, vous verrez que dans des États comme aux États-Unis, il y a énormément d'États qui regardaient les sans-domicile, qui regardaient les marginaux d'un œil indifférent. Aujourd'hui, ce sont ceux-là maintenant qui prennent en charge les marginaux. Ce sont ceux-là qui prennent en charge les sans-domicile. Ils louent C'est un rétablissement des équilibres. Afin, le Covid-19 vient, en tout cas, jeter les bases de l'établissement des équilibres entre les humains. Jeter les bases d'une certaine solidarité que nous devrions intégrer dans notre vie quotidienne, dans l'élaboration des politiques publiques. Aujourd'hui, qui pouvait imaginer que l'Union soviétique charge des cargos. La Russie, oui. La Russie charge des cargos pour venir secourir les États-Unis. C'est inimaginable. Cuba pour l'Italie. Justement. C'est inimaginable de constater qu'aujourd'hui, les émigrés qui étaient des indésirables dans certains pays aujourd'hui, on est en train de les régulariser. Il y a énormément d'actes posés et d'actes envisagés qui doivent être renforcés pour aller vers ce nouveau contrat social. Aujourd'hui, la pandémie nous rappelle que notre manière de vivre, celle que nous avons connue jusqu'ici, sous l'égide du capital, sous l'égide de la force financière, n'est pas une mode de vie qui puisse garantir à l'humanité une certaine stabilité. Dans des moments pareils, dans des moments de crise, on sait que les travailleurs dans les entreprises sont des cibles privilégiées. Les entreprises s'empressent à licencier. Est-ce que les mécanismes de sécurité envers ces travailleurs, selon vous, sont une réalité aujourd'hui? J'en profite pour saluer l'acte posé par le président de la République. Lorsqu'il nous a reçus en consultation, nous avions exprimé une forte préoccupation, celle qui consiste à préserver les emplois dans la période de crise. Faute de quoi, la crise serait tellement aiguë et tellement insoutenable que le Sénégal et notre économie en pâtiraient. Le chef de l'État a pris en compte les doléances. Parce que la doléance majeure, c'était de sauvegarder les emplois, le salaire dans la période. Il a interdit tout licenciement dans son ordonnance. Le premier acte qu'il a posé dans cette période de crise s'adresse aux travailleurs et renforce l'emploi. Renforce l'emploi, encadre le salaire. Donc c'est un acte à saluer. Aujourd'hui, nous attendons à ce que cet acte soit consolidé par les employeurs. Mais malheureusement, on se rend compte que dans certains cas, justement, les instructions du chef de l'État ne sont pas... C'est là où je voulais en venir, c'est vous demander, est-ce que vous avez le sentiment que les bases étant déjà jetées avec ces mesures fortes prises par le président de la République pour sécuriser l'emploi, pour ce qui est du traitement social des travailleurs au sein des entreprises, est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des garanties? Je voudrais dire simplement que nous attendons à ce que les employeurs respectent l'ordonnance, la première. Mais il nous revient que dans certains cas, ce n'est pas le respect total de l'ordonnance. Il y a eu des licenciements? Oui, à la SATREC par exemple, il y a eu des licenciements dans la période. Au Soleil, un établissement public censé être parmi les premiers à respecter les directives du chef de l'État, il y a un licenciement. Un licenciement d'un cadre supposé contaminé, et ce qui n'est pas vrai, par le virus. Au Soleil, on est en train de stigmatiser les travailleurs qui ont des parents proches qui ont été contaminés et qui ne le sont pas. Des demandes d'explication tout azimut, je pense que ce n'est pas propice dans la période. À la SATREC également, il y a eu des licenciements. Mais il faudrait dire que les mesures d'accompagnement que le chef de l'État a bien voulu prendre dans la période pour soutenir notre économie, soutenir nos entreprises, ces mesures d'accompagnement-là doivent être très rapidement mises en œuvre. Faute de quoi, on aura beau avoir une ordonnance qui sauve les emplois. Et ça pose plus que jamais la problématique de l'après, puisqu'il y aura aussi un après Covid. Est-ce que ces garanties vont être répercutées dans l'après Covid, quand on sait que la cassure est déjà profonde et que forcément il y aura des répercussions dans les entreprises? Oui, il faudra qu'on évalue l'après-Covid dans le comité de gestion. Moi, je pense qu'il faudra qu'on évalue. Il faudra d'abord que les mesures qui ont été prises
pour soutenir l'entreprise, pour soutenir notre économie, soient correctement mises en œuvre. Ce n'est pas encore le cas. Mais en plus des mesures d'accompagnement qui sont prises en direction de notre économie et des entreprises, il faudrait également s'y adjoindre la dette intérieure. La dette, si elle est totalement payée, en plus des mesures prises, je pense que notre économie, après Covid, s'en sortirait. Le Covid a montré les capacités de résilience et d'entendre que les acteurs, ces acteurs-là, État, employeurs, employés, qui ne sont pas forcément tout le temps d'accord, peuvent être amenés à développer. Est-ce que cela veut-il dire qu'aujourd'hui, une nouvelle forme de syndicalisme est possible et une nouvelle façon de revendiquer? Il faudrait bien qu'on tire toutes les leçons de cette crise. L'entreprise, pour nous, doit être un bien commun, un bien public qui appartienne au peuple, qui appartienne aux travailleurs, mais qui appartienne aussi à l'investisseur. Il faudrait donc que ce bien-là soit bien géré. Ce qu'on constate, en moins de 2 mois de crise, il y a des entreprises qui ne peuvent plus payer les salaires. Moi, je pense que ceci est extrêmement grave. Une entreprise qui a travaillé des dizaines d'années et qui a fait des bénéfices des dizaines d'années durant, je pense que devrait pouvoir supporter une crise de 2-3 mois. Et selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que c'est un problème de gestion? Il faudrait qu'on repense la gestion de l'entreprise. Il faudrait également qu'on repense l'accompagnement que nous devons apporter à l'entreprise. Il faudrait qu'on repense également la perception de la revendication et des relations professionnelles. Aujourd'hui, les porteurs de la revendication doivent placer l'entreprise au centre de leurs préoccupations. Mais également, ceux à qui les revendications sont destinées doivent prendre la revendication comme un facteur de progrès et non comme un moyen de chantage syndical. Ainsi, je pense que nous devrions tisser de nouvelles relations professionnelles basées sur le dialogue autour de l'entreprise, basées sur un dialogue. Il faut noter que la finalité de l'action syndicale, ce n'est pas la confrontation permanente. La finalité de l'action syndicale, c'est la négociation. Il faudrait donc qu'on nous comprenne bien pour prendre la revendication comme étant un facteur de progrès, mais que nous allions à la négociation pour résoudre les problèmes des travailleurs. Donc il y a forcément un changement de méthode qui s'annonce, qui peut être en perspective pour vous? Je ne peux pas dire que la pandémie viendra changer toute notre vie, ce que nous avons connu jusqu'ici. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle pose des actes qui vont vers un nouveau mode de vivre ensemble. Ça, c'est impératif. Il faudrait qu'on intègre à présent la résilience dans les politiques publiques. Il faudrait qu'on intègre la prévention sociale dans les politiques publiques. Il faudrait qu'on intègre la donne sociale dans l'élaboration des politiques publiques et dans notre vie commune. Il faut voir, même en Europe, on parle de eurobond pour essayer de voir comment relancer de façon solidaire les économies des pays de la zone euro. Comment relancer de façon solidaire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent supporter ensemble le coût de la relance. Ensemble. Mais faudrait-il encore que le monde supporte tous ensemble le coût de l'économie mondiale et la redistribution de cette richesse mondiale? Faudrait-il encore que le monde intègre l'Afrique dans justement cette relance économique qui doit se faire de façon solidaire? Toutes ces questions doivent être approfondies par les militants du monde juste, par les militants du progrès que nous sommes. Vous citez l'Europe, les États-Unis, mais est-ce qu'en Afrique, tout près, est-ce que vous avez le sentiment que ce partage de risques dans le cadre de la prise en charge de cette période de la post-Covid, est-ce que vous avez le sentiment que c'est une réalité? Les actes que le président Macky Sall a posés sont des actes qui sont salutaires. Je crois que dans la période, beaucoup de pays ont tenté de faire la même chose. S'ils ne le faisaient pas, ce qui se passe en Tunisie allait revenir. Ils ont décrété le confinement, ils ont décrété que les populations restent chez eux. Mais comment rester chez lui sans pouvoir manger? De quoi vivre.
les populations ont bravé justement le couvre-feu, ont bravé le confinement pour sortir, aller chercher à manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de cette pandémie, nous devons repenser nos relations professionnelles, nous devons repenser nos relations entre nous, nous devons tenir compte de cette solidarité. Aujourd'hui, les premiers enseignements que nous tirons de la pandémie, c'est la valeur du travail, d'une part, mais la nécessité de solidarité qui doit gouverner le monde. Et à propos de cette solidarité, je vais vous citer, hein, vous dites ceci, que la pandémie du coronavirus rappelle avec force la valeur du travail et la nécessaire solidarité entre les nations et les peuples, sans laquelle aucun ordre mondial n'est stable ni viable. Absolument. Ça, c'est vous qui le dites. Pour vous, c'est une pierre angulaire de ce que devront être les relations futures. C'est ça la pierre angulaire du nouveau ordre mondial social. Parce que si on ne le faisait pas, je pense qu'aujourd'hui, le système a atteint ses limites. Il l'a prouvé. Il y a eu, bien que ce millénaire, il y a eu 3 crashs boursières. Ouais. 3. Les 2 ont été fabriqués de toutes pièces, voulus de toutes pièces par le capital, dans le seul but de brandir le chantage pour renflouer ses comptes. Mais cette 3e crise les a surpris. C'est une crise exogène au système et qui pose justement tous ces jalons-là, qui montrent comment devrions-nous vivre. C'est extrêmement important. La dernière crise de 2009, la crise financière, les sommes que les États-Unis et l'Europe ont mis pour redresser leur économie équivaut, si elle était redistribuée à l'ensemble des habitants de la Terre, équivaut à faire des 7 milliards d'habitants et demi des millionnaires. Et ces 7 milliards allaient justement porter la consommation parce qu'ils ont des revenus substantiels. Et cette consommation qu'ils vont massivement porter relancerait l'économie et éradiquerait les inégalités et la pauvreté sur la planète. C'est une façon de voir. C'est dire simplement que tant que les richesses, tant que nous n'acceptons pas de mettre en place un système de solidarité qui répartit de façon équitable les richesses entre les populations, entre les habitants de la Terre, l'humanité ne sera pas à l'abri. Mais ça, il faudra imaginer sous la forme de cercles concentriques. Il faut d'abord un noyau beaucoup plus petit comme l'État, que cette solidarité s'organise. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui a été posé comme jalon au Sénégal, est-ce qu'on peut envisager aller vers cet idéal dont vous parlez? Moi, je pense que le nouvel ordre mondial dépasse le Sénégal, dépasse les pays. Le Sénégal doit jouer sa partition, par l'exemple. Chaque pays doit jouer sa partition. Chaque entité doit jouer sa partition. L'Afrique ne doit pas être en reste. La presse, bien sûr, ne doit pas être en reste. Elle est même fondamentale dans ce débat parce que la presse peut relayer les positions des uns et des autres. Parce qu'aujourd'hui, dans le mouvement syndical, le combat est enclenché depuis très longtemps. Mais faudrait-il profiter de cette pandémie pour créer cette jonction nécessaire entre les forces du progrès, les forces politiques comme les forces sociales. Aujourd'hui, je dis que l'occasion nous est donnée de construire une large coalition des forces du progrès pour s'imposer pour un nouvel ordre social mondial. Est-ce que ce qui a été fait par le président en concertant toutes les forces vives du pays peut être un jalon vers cela? Oui, vous aurez constaté qu'avec le Covid, la gouvernance est en train même de changer. Aujourd'hui, nous vivons une gouvernance de consultation et d'association des représentants du peuple. On les consulte, on les associe. Est-ce que dans les entreprises... Non, je prends l'exemple du Sénégal. Comme ailleurs, le chef de l'État, quand la crise s'est déclarée, a ouvert une large gamme de consultations des forces vives pour prendre des décisions. Les décisions qui ont été prises, ce sont des décisions salutaires que tout le monde soutient.
Voilà une forme de gouvernance qu'on aurait dû adopter Oui, depuis mais très longtemps. ça, c'est au niveau de l'État, mais est-ce qu'au sein des entreprises, parce que ça devait se répercuter dans les entreprises, est-ce que vous avez été, par exemple, concerté par vos patrons, les partenaires sociaux, pour un peu discuter de comment voir tout cela? Il faut dire que les partenaires sociaux se consultent en cette période. Nous avons eu des rencontres pour voir comment gérer le travail, comment gérer l'entreprise. C'est au cours de ces rencontres-là que nous avons constaté qu'il était nécessaire que l'État vienne en aide aux secteurs, les premiers secteurs qui sont impactés, mais vienne en aide de l'économie en général. Durant ces consultations, après la consultation que nous avons eue en amont entre employeurs et travailleurs, nous avons tous porté cette vision, cette façon de voir à la consultation présidentielle. Et les décisions qui ont été prises ont tenu compte de cela. Donc aujourd'hui, au niveau bipartite également, je crois que nous devons tenir compte de cette consultation, de cette façon de gérer les relations professionnelles pour faire de notre économie une économie cohérente, une économie solidaire. Et ceci doit reposer sur la production de richesses, sur la production, sur le renforcement de la productivité, mais également sur le partage correct des fruits de la croissance. Autrement, on ne pourrait garantir la cohérence d'une économie. Je rappelle que le prétexte de votre invitation, c'est le 1er mai qu'on célèbre ce vendredi. Avant le Covid, certaines centrales syndicales avaient commencé à battre le macadam. On sait maintenant que l'heure n'est plus à la revendication syndicale par l'action. Vous jouez maintenant bas la terre en attendant qu'on siffle la fin de l'exception. Y a-t-il tout de même chez vous des formes de veille et d'alerte syndicale pour faire parvenir au chef d'État les attentes des travailleurs? Il faut dire que ce n'est pas nouveau que le mouvement syndical se mette en veille. Oui, ce n'est pas nouveau. Si on revisite l'histoire, on se rend compte que, comme on a l'habitude de dire, que nos préoccupations intègrent celles des populations et que notre action s'inscrit dans celle du peuple. En cette période de guerre, que nous considérons que c'est une période de guerre, la seule revendication qui vaille, c'est la paix. Et la paix, ici, c'est vaincre la pandémie, sortir la pandémie hors de nos frontières, mais également hors des frontières terrestres. C'est ça la seule revendication qui vaille. Pour autant, tant que tourneront les machines, naîtront des revendications. Nous avons, pour ce 1er mai, élaboré un cahier de doléances qui ne sera pas déposé comme habituel, comme on a l'habitude de faire. Mais le cahier de doléances est là parce que les revendications sont là. Et comment vous allez... Ce cahier ne sera pas transmis au chef d'État. C'est quoi l'alternative? Justement, le cahier de doléances, au lieu d'être déposé, doit être transmis par voie administrative. Nous allons faire parvenir à l'autorité... Un courrier carrément... même par l'intermédiaire du ministère de tutelle, nous allons remettre les cahiers de doléances qui seront transmis parce qu'il faudrait bien qu'après Covid, qu'on puisse se pencher sur les revendications. Donc, il y a un cahier de doléances. Le 1er mai ne sera pas célébré comme on a l'habitude de le faire. Mais aujourd'hui, je peux dire que ce sera un 1er mai online. On a le manifeste, on a élaboré le manifeste du 1er mai au niveau de la coalition. Parce qu'il faut rappeler que la coalition des centrales syndicales célèbre ensemble le 1er mai, élabore ensemble un manifeste qui nous est commun, mais également élabore un cahier de doléances commun. Donc, nous allons essayer de voir comment s'adresser aux travailleurs à travers le virtuel pour qu'ils sentent le 1er mai. C'est pourquoi d'ailleurs la synthèse Force du Changement a pris sur elle l'initiative de faire des propositions. Nous proposons que le chef de l'État organise une vidéoconférence entre les acteurs majeurs du monde du travail. Les centrales qui ont l'habitude, qui avaient droit à la parole lors de la cérémonie de dépôt des cahiers de doléances. Interagir avec le président. Et il y a les 4 centrales, il y a une 5e centrale qui représente la minorité, mais également il y a le SYNPICS. Qu'on puisse organiser une vidéoconférence sur la circonstance. Ça mettrait le président vous entend, peut-être qu'il va accéder à cette requête-là, qui est quand même l'innovation. Je pense que nous allons encore parler haut et fort pour que ces requêtes soient bien perçues. Parce que ce serait l'occasion, non pas de poser des revendications, mais l'occasion pour nous de remercier le chef de l'État sur le premier acte posé dans cette crise qui sauvegarde les emplois et qui sécurise les salaires, qui encadre aussi le chômage technique. Et ça mérite quand même qu'on le salue. Mais également, au chef de l'État de s'adresser aux travailleurs pour renforcer la mobilisation dans la lutte contre le Covid-19. Ce serait un moment véritablement important
dans cette période de crise pour les travailleurs. Mais également, du coup, ça mettrait du baume dans le cœur des travailleurs parce que des années durant, nous avons toujours fêté le 1er mai. On sentirait de façon symbolique avec cette vidéoconférence la fête du 1er mai. D'autant qu'il a parlé aux Sénégalais de manière générale à 2 reprises. Cette fois-ci, il peut cibler les travailleurs. Le monde du travail, parce qu'en fait, c'est notre fête que nous célébrons. Donc, je pense que cette vidéoconférence est une nécessité pour symboliser la fête du 1er mai, mais également pour booster la mobilisation. Et quid du pacte social, de stabilité sociale dans tout cela? Oui, le pacte a été évalué. Le pacte a été évalué, une évaluation qui n'était pas très exhaustive. Je pense qu'aujourd'hui, la question du dialogue social sénégalais se pose et nous devons tous travailler à parfaire ce dialogue. Nous vivons depuis des années, depuis plus de 2 décennies, un dialogue social de restitution. On a mis en place des institutions telles que le Haut Conseil du dialogue social. La présidente du Haut Conseil du dialogue social est une femme qui est très engagée sur les questions du dialogue social et dans le monde du travail. Elle est en train de devenir même une icône du monde du travail. Mais elle a beau être engagée, tant qu'ensemble, nous ne nous retrouvions pas autour d'une table pour travailler à renverser les tendances actuelles du dialogue social de restitution, on aura toujours des difficultés. Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas vous retrouver autour d'une table? Justement. Où se trouvent les blocages? Moi, je pense que nous devons tous avoir la volonté de se retrouver. Parce que ce qui gangrène le dialogue social sénégalais, c'est le passif social. Le passif social qui traverse tous les secteurs. Qui est détenu. Il y a des accords. Ce passif-là, c'est du côté de l'État, des entreprises? De tous les côtés, de tous les secteurs. Il y a le service public, il y a du côté de l'État, mais il y a également au niveau des entreprises, de certaines entreprises qui sont fermées. Je voudrais dire simplement que retrouvez-nous avec la volonté de tous les partenaires sociaux, les décideurs avec la volonté de résoudre définitivement le passif, les porteurs de la revendication avec la volonté de s'assouplir, de s'inscrire dans un échéancier, qu'on mette sur la table le passif, qu'on évalue le passif, qu'on identifie le passif et on s'inscrit dans un échéancier au terme duquel on aura renversé définitivement les tendances du dialogue social de restitution. Le mouvement syndical n'a pas pour mission de dire « rendez-nous ce que vous nous avez pris, respectez ce que vous avez signé ». Non, notre mission, c'est d'aller vers le progrès, vers des revendications porteurs de progrès. C'est d'aller vers des revendications de conquête. Ce sont celles-là qui font le progrès. Ce sont ces revendications-là qui consolident l'économie. Et les revendications de restitution, c'est des revendications conflictuelles. C'est des revendications que nous devons dépasser définitivement. C'est la raison pour laquelle allons vers... En crise, pour réussir la période post-crise, il faut forcément une autre forme de revendication. Mais je pense que nous devons profiter de cette situation pour justement voir comment assainir notre dialogue social. Comment aller le milieu syndical aussi, assainir le milieu syndical, aller vers de grands ensembles. Ça nous engage tous, ça nous engage tous. Parce qu'aujourd'hui, si la situation est devenue aussi difficile pour le mouvement syndical, c'est notre responsabilité collective qui est engagée. Oui, parce que si on se met des dizaines d'années à réclamer qu'on nous rende ce qu'on nous a pris, qu'on respecte les accords que nous avons signés, c'est parce que justement, notre lutte a été dispersée, elle est mal organisée et que nous ne sommes pas ensemble. Donc je pense que chacun, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous assumons notre part de responsabilité dans cet échec collectif. Oui, parce que vous êtes ensemble le temps d'un 1er mai, après chacun y va de son côté. Ben oui, il faudrait qu'on revienne aux fondamentaux du mouvement syndical. Les fondamentaux du mouvement syndical, c'est l'unité, la solidarité, l'unité des entités qui composent le mouvement syndical, le mouvement ouvrier et l'élite engagée. Vous aurez constaté dans le champ syndical que les syndicats d'élite n'ont pas intégré les centrales. Et c'est ça la désunion des entités du mouvement syndical. Tant que les entités du mouvement syndical, ou le mouvement ouvrier et l'élite ne sont pas unis autour de nos revendications, autour de nos luttes, nous aurons toujours des difficultés à les... Donc, il y a lieu. Et nous, Synthèse Force du Changement, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour aller voir les syndicats d'élite, tels que les inspecteurs de l'enseignement. On les a consultés, on a consulté d'autres syndicats d'élite. Il y en a qui sont venus nous rejoindre, il y en a qui entretiennent avec nous un partenariat assez solide pour essayer de voir comment porter ensemble nos préoccupations. Mais il faudrait également essayer de réunifier les forces syndicales qui sont dispersées. Il y a l'élite, mais il y a aussi les syndicats qui sont au bas de l'échelle. Hein. Est-ce que vous avez... est-ce que ces gens-là vous les incluez dans ces concertations? Parce que si vous faites affaire d'élite, en bas, il risque de... J'ai parlé de deux fléaux.
la dispersion des forces syndicales qui concerne justement les organisations syndicales de masse, le mouvement ouvrier. Là également, il y a une forte dispersion. Mais en plus de cette dispersion, il y a la désunion des entités du mouvement syndical. Les entités, c'est le mouvement ouvrier et l'élite engagée. Si je parle de ça, sans donner d'exemple, peut-être c'est pas... Mais la première internationale ouvrière qui a été créée à Londres le 28 septembre 1868, le manifeste a été écrit par Karl Marx de sa propre main, cette première internationale ouvrière. C'est ça l'exemple de l'élite engagée qui doit être aux côtés du mouvement ouvrier. Toutes les internationales qui ont été mises sur pied ont été encadrées par une certaine élite. Les Léon Blum, Lénine, tous ont encadré le mouvement ouvrier sans les accaparer. Donc, il y a lieu aujourd'hui de reconstituer notre unité, nous, mouvement ouvrier. Parce que je rappelle que moi, je suis un produit du mouvement ouvrier. Il faudrait qu'on reconstitue notre unité, mais à côté de cette reconstitution de notre unité, il faudrait qu'on réconcilie les entités du mouvement syndical, l'élite et le mouvement ouvrier. Et respecter aussi les résultats qui sortent des élections de représentativité. Ben oui. Ça, quand même, a le mérite de pouvoir réglementer le secteur. Justement, dans cette révision de notre dialogue social, dans cette étude de renforcer notre dialogue social, il y a la question des élections de représentativité. On a organisé des élections de représentativité pour rationaliser le dialogue social, mais aujourd'hui, les élections ont généré d'autres types de conflits entre les représentatifs et les non-représentatifs. Ce n'est pas ça l'objet. Il faudrait que les élections devraient nous aider à construire des passerelles entre syndicats représentatifs et non représentatifs pour qu'ensemble nous portions tous les préoccupations des travailleurs à la table de négociation. Il faudrait qu'on règle cette question. Il faudrait également que le dialogue social intègre la donne des syndicats non représentatifs. Aujourd'hui, on semble aller vers des discussions qu'avec les syndicats représentatifs. Ça, ce n'est pas le dialogue social, c'est la négociation. On négocie avec ceux-là qui sont représentatifs, qui sont porteurs des voix des travailleurs, mais on doit établir un dialogue social transversal qui concerne tout le monde, parce que le dialogue social, ce n'est pas la négociation. Donc nous devons revoir toutes ces questions-là pour parfaire notre système de dialogue social qui a déjà des mécanismes en place et qui peut bien porter un dialogue porteur. Vous célébrez le 1er mai dans 2 jours. Peut-être un ultime message au monde du travail et aux travailleurs particulièrement qui sont affiliés à votre centrale syndicale. Nous devons nous engager, nous travailleurs, dans cette lutte contre le coronavirus. S'engager dans cette lutte contre le coronavirus, c'est le respect des règles édictées par les autorités compétentes, c'est le respect des gestes définis, mais également c'est le respect de rester, d'être confiné. Il faut qu'on s'autoconfine, il faut qu'on reste chez soi. On n'a pas fermé les accords. Cette année, il n'y aura pas de manifestation dans les centrales, tout le monde reste chez soi? Du tout. Donc le monde du travail doit participer pleinement. Et nous avons déjà donné, nous, centrales, l'exemple. On a contribué à hauteur de 10 millions pour la coalition. La Synthèse FC, à elle seule, en dehors de cette participation, a contribué également pour 2,7 millions en matériel que nous avons donné au ministère du Travail. C'est dire simplement que impliquons-nous pleinement dans cette lutte, nous, monde du travail, pour gagner le combat contre le coronavirus. Bonne fête d'avance. Hein? Ah oui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne fête à tous et aux travailleurs. Je rappelle que le point réservé ce soir, le secrétaire général de la Synthèse FC, Cheikh Diop. Ce soir, nous vous donnons rendez-vous pour mercredi prochain. En attendant, restez chez vous.